Bonjour à tout le monde, merci beaucoup de m'avoir réinvité à Fatma. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Alors, français ou anglais, ça c'est la question. Comme vous préférez. Français, on continue en français. Ça me va très bien. Je peux aussi vous faire en italien si vous voulez. Mais peut-être ça c'est plus compliqué. Euh, donc après avoir discuté de immunosuppression, évidemment, l'immunosuppression provoque une baisse de défense du corps et donc un risque accru d'infection. Et donc, me voici avec quelques infos sur le traitement et le management des infections virales, essentiellement. Alors, hop, là. Donc, les virus en transplantation, vous savez très bien, ils sont présents. Ils sont omniprésents chez nos patients dialysés, chez nos patients greffés, et ils provoquent évidemment des complications dans les suites une fois que ces patients sont trop immunodéprimés. Je vais me concentrer aujourd'hui sur deux virus, le CMV et le BKV, deux virus qui effectivement sont très importants et qui sont les plus fréquents essentiellement dans les suites de greffe. On sait très bien qu'il y en a plein d'autres. En France, actuellement, il y a une petite épidémie d'hépatite E. On lutte contre un nouveau virus qui est arrivé en France récemment, c'est le West Nile virus, qui est arrivé avec les moustiques. Et donc, il y a des nouveautés sur des virus qui n'étaient pas endémiques en France et en Europe et qui commencent à le devenir. Et je vais, à la fin, peut-être, si on a un peu de temps, vous parler aussi de TTV un peu plus dans le détail. Donc, CMV, sachez qu'il existe sur Transplantation sont sorties cette année les nouvelles recommandations sur son traitement. Et je me suis largement inspiré à ces nouvelles recommandations pour vous en parler. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme diagnostic, comment on peut essayer de garder une prophylaxie chez nos patients greffés, comment les traiter s'ils développent une maladie, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait et qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on verra que les nouvelles thérapeutiques, il y a des nouvelles thérapeutiques, mais elles sont extrêmement chères. Même pour un pays comme la France qui se vante d'être très riche, mais peut-être pas trop. Donc, quel test? On a évidemment la sérologie. On sait très bien qu'il faut dépister nos patients à l'avance. Il faut qu'on sache s'ils sont CMV positifs ou négatifs avant de les greffer, parce que leur profil de risque va être important, va être différent, excusez-moi, en fonction de cette sérologie. On a la possibilité de quantifier le virus dans le sang, ça c'est la virémie. Avant c'était la virémie, et maintenant c'est la DNAMI, ça veut dire qu'on va regarder l'ADN viral, on va avec des PCR qui aujourd'hui sont quantitatives et nous permettent d'identifier exactement combien de ce virus est en train de proliférer chez le patient dans le sang. Ça se fait sur le sang total ou sur le plasma. La meilleure technique est probablement le sang total. Et on considère aujourd'hui comme positif toute PCR supérieure à 3 logs, donc plus de 1000 copies, 1000 unités par année. Et finalement, il y a des nouveaux tests qui ont peu changé. Ils peuvent changer, disons comme ça, les suites et surtout la prophylaxie chez nos patients. Ce sont les tests qui vont regarder l'immunité cellulaire. Et c'est le quantiféron et l'ELISpot, qui sont des tests qui vont mesurer l'interféron produit par des lymphocytes une fois qu'ils sont soumis à l'antigène et en particulier au CMV. Donc si vous avez la possibilité d'avoir ces tests, ça nous permet de dire s'il y a présent chez le receveur une immunité cellulaire en plus de celle qui est anticorps médiée, humorale. La seule problématique, c'est qu'il faut la faire
quand le patient est immunodéprimé, pour savoir s'il a gardé cette immunité cellulaire. Et donc, s'ils sont lymphopéniques, ces tests ne sont pas sensibles parce qu'ils ont besoin de lymphocytes. On a besoin de lymphocytes. Donc, si vous déplétez les patients par des ATG, des petits globules, ces tests ne sont pas très sensibles. Et donc, regardons un peu qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prophylaxie. Alors, la prophylaxie, vous savez, il y a deux possibilités. Soit vous observez, vous faites une stratégie préemptive dans les suites de la greffe pour voir si votre patient va développer le CMV dans les premiers mois, qui sont les plus à risque, les premiers 6 mois, 1 an, les plus à risque de développer une véritable infection. Et donc, vous allez sinon faire une prophylaxie. Et cette prophylaxie, nous, on choisit la prophylaxie parce que faire venir les patients, faire ces tests en continu, c'est compliqué, il faut les suivre. Donc, la chose plus simple, c'est la prophylaxie. Comment on peut faire la prophylaxie? Il y a 3 médicaments aujourd'hui possibles. C'est le valganciclovir, qui est Péros, l'aciclovir Péros, et le léthermovir, récemment développé, un médicament qui a comme grosse problématique, elle est très bien tolérée, mais la grosse problématique, c'est que ça coûte énormément, c'est très cher. Donc, la plupart des centres utilisent le ganciclovir ou l'aciclovir. Le problème de l'aciclovir, c'est que c'est très peu cher, mais il est moins myélotoxique que le ganciclovir, mais les doses sont faramineuses, parce qu'on parle de 4-6 grammes par personne, donc c'est une quantité de comprimés en plus des immunosuppresseurs qu'il faut donner aux patients. Et quand la dose n'est pas adaptée, ils peuvent donner des toxicités qui peuvent être aussi cérébrales, en plus d'être néphrotoxiques. Donc, si les patients, qui ont fait la prophylaxie, on fait à tous les patients qui sont positifs, donc qui ont une sérologie positive à la greffe. On ne le fait pas chez ceux qui sont négatifs, et qui ont reçu un greffon négatif. Évidemment, donc tous les patients en pratique qui sont donneurs négatifs, sauf les donneurs négatifs, receveurs négatifs. Sinon, tous les autres, ils le reçoivent. Quelle durée? La durée, c'est 3 mois pour ceux qui sont positifs, les receveurs, et sont 6 mois si le receveur est négatif et reçoit un rein ou un greffon donneur positif. Il faut déjà définir, alors ça c'est pour ce qui est la prophylaxie, rien n'a beaucoup changé à part éventuellement les thermomètres. Par contre, il faut qu'on soit tous au clair sur qu'est-ce que c'est la maladie ACMV. Parce que il y a 2 définitions. Il y a la définition il y a la maladie, et il y a l'infection. L'infection, c'est une réplication du CMV que vous trouvez dans le sang sans qu'il y ait des symptômes. Donc, si vous pouvez tranquillement avoir des patients qui sont totalement asymptomatiques, ils ont une fonction rénale normale, mais ils ont une PCR CMV qui est élevée, supérieure aux 3 logs, et vous vous posez la question de est-ce qu'il faut effectivement traiter ce patient. Et puis, il y a la véritable maladie, et là, c'est quand le CMV a attaqué l'organe, et donc en général, on peut avoir surtout des troubles digestifs, sont les premiers signes, les plus fréquents signes d'une maladie, d'une infestation à CMV, ce sont la gastroentérite, c'est la diarrhée, et sinon, vous pouvez avoir des pneumopathies à CMV, et le CMV peut être un peu, dans les situations vraiment très graves, se diffuser de façon importante. Les 3 signes cliniques classiques, la triade, leucopénie, diarrhée et fièvre. Ça, ce sont les patients sur lesquels, en post-greffe, vous avez ces 3 symptômes, tout de suite faire un CMV, et si vous devez attendre pour avoir le résultat, commencez déjà à les traiter. Surtout pendant la première année. Alors, comment on peut traiter ces patients une fois que l'infection est là et les patients sont symptomatiques? Alors, les traitements classiques, c'est le ganciclovir, c'est
le ganciclovir IV ou le valganciclovir par voie orale. La différence entre les deux, le ganciclovir c'est IV, donc c'est rapidement absorbé par le patient. Il faut avoir par contre un patient hospitalisé et c'est peut-être moins cher que le valganciclovir. C'est un médicament qui a un effet leucopéniant, mais le valganciclovir a un effet plus leucopéniant que le ganciclovir. Donc, si vous avez déjà un patient qui est leucopénique, vous pouvez démarrer avec le ganciclovir, et s'il reprend, à ce moment-là, une fois fait les premiers 10-15 jours de IV, vous pouvez passer au oral une fois que le taux de leucocytes ou lymphocytes a re-augmenté. La durée du traitement, c'est minimum 2 semaines. Et on dit en général 2 semaines et puis 2 PCR négatives derrière. Donc il faut 2 PCR négatifs. Et quand on parle de PCR négatifs, attention, aujourd'hui avec les tests ultrasensibles, c'est pratiquement impossible d'obtenir des PCR complètement négatifs. Donc on a des PCR 1-2 log, c'est très bien, 1-2 log, c'est pas très significatif. Si on était à 6-7 log et on est baissé à 1-2 log, on considère ça comme une guérison du CMV. S'il y a une leucopénie, il ne faut pas arrêter le traitement. Si la maladie est avérée, le patient a une gastroentérite, vous avez une PCR CMV très élevée et le ganciclovir est commencé, et le patient devient leucopénique, eh bien il faut l'isoler peut-être, mais il ne faut pas arrêter parce que sinon vous allez retomber dans le cercle vicieux. C'est le CMV qui va induire quand même la leucopénie. Donc, si possible, s'il n'y a pas d'autres infections qui se surajoutent, il ne faut pas arrêter avec la leucopénie. On peut donner des facteurs de croissance si nécessaire. Si on passe au valganciclovir, attention, je vous ai mis les doses en fonction de la fonction rénale. Il faut faire attention, ceci dit, que ces doses sont des doses indicatives. Parce qu'il y a des patients qui métabolisent le ganciclovir plus vite que d'autres et qu'on peut se retrouver avec des sous-dosages de ganciclovir. Donc, si vous voyez que votre PCR ne baisse pas suffisamment vite, attention, ça peut être, oui, bien sûr, une mutation qui donne une résistance, mais le plus souvent, c'est le fait que le ganciclovir est sous-dosé. Et donc, il faut faire des ganciclovirémies, on peut faire des ganciclovirémies, et doser le ganciclovir dans le sang pour être sûr que vous êtes bien dans la bonne fourchette et que le patient a bien la bonne dose du médicament dans le sang. Si la dose est trop faible dans le sang, le risque, c'est que le virus mute et qu'il devient résistant. Donc, faites très attention que ce soit pendant la période de prophylaxie, que ce soit pendant un traitement, le ganciclovir, le valganciclovir doit être donné à la dose maximale suivant la fonction rénale, et en cas de doute, il faut le doser. Il ne faut pas trop. L'alternative, c'est le maribavir. On va en parler tout à l'heure. Maribavir qui est indiqué quand le ganciclovir est résistant. Sauf que, je viens de regarder, ce traitement qui depuis peu est prescriptible en France, coûte 6 000 € le 15 jours. Donc, bon, ça commence à être vraiment très, très cher. C'est un médicament qui se donne en comprimé de 200, donc c'est 400 mg x 2, donc c'est plus que 6 000, c'est le double, excusez-moi, c'est 12 000. C'est 400 mg x 2, il n'y a pas d'adaptation de dose en fonction de la fonction rénale, c'est très bien toléré, à part que ça donne un goût amer ou un goût bizarre dans la bouche. Des fois, c'est très limitant pour les patients, parce qu'il y a certains patients qui arrêtent de manger dans ces conditions, mais c'est un peu le seul véritable gros effet secondaire de ce médicament. Mais comme je vous ai dit, c'est cher. Donc, si vous retrouvez à traiter le CMV, vous voyez que le CMV ne baisse pas, après 15 jours, vous devrez avoir évidemment une sensible baisse du PCR. Quand on parle de sensible baisse, il faut parler de 1, 2
log de copies, d'unités par ml. Donc si on ne voit pas cette baisse, on est obligé à ce moment-là de supposer deux choses. Soit votre gain cyclovir est très bas, soit vous êtes en train de traiter quelqu'un qui a une mutation. Il y a plusieurs mutations, je ne vais pas vous faire le tableau des mutations. Si vous allez sur les recommandations, il y a des jolis tableaux qui synthétisent exactement toutes les mutations de virus du CMV. Et il y a ce joli schéma qui dit quoi faire en cas de quelle mutation. Juste pour information, le thermovir qui est indiqué dans la prophylaxie chez le malade greffé de moelle ne l'est pas en France pour l'instant pour le greffé de rein, ne doit pas être utilisé pour le traitement parce qu'il a un très faible seuil de mutation. Ça veut dire que de résistance. Ça veut dire que vous traitez avec ce traitement, avec le letermovir, vous retrouvez qui est un traitement là aussi très bien toléré, mais vous avez un risque de mutation. Donc le letermovir dans le traitement, c'est pas très intéressant. C'est ganciclovir, valganciclovir et éventuellement, si on est embêté par, on peut utiliser le maribavir. Si on n'a pas on ne peut pas se permettre le maribavir, on a toujours le foscarnet. Et le foscarnet, on sait très bien que la grosse limitation, c'est sa néphrotoxicité. Mais quand on a un patient qui va mal, qui a un CMV invasif et qui est au bord de la réanimation ou est en réanimation, il ne faut pas se priver de cette possibilité. Et le patient a une mutation, évidemment, au valganciclovir, au ganciclovir. À ce moment-là, c'est le foscarnet qu'il faut utiliser, avec le bémol d'une très réelle toxicité. On s'arrête là pour le CMV. On passe au BKV. BKV qui est un virus qui, comme a dit le professeur Rostin, est bien embêtant dans certaines greffes, mais surtout quand le patient est trop immunodéprimé. Et c'est effectivement depuis l'arrivée du tacrolimus et de la double thérapie tacrolimus-mycophénolate qu'on est confronté avec ce virus qui est ubiquitaire. Tout le monde, plus ou moins, il y a très peu de personnes qui n'est pas infectées à ce virus. Et c'est un virus qui a plusieurs sérotypes. Il y a donc, c'est très précoce, hein, on s'infecte pendant l'enfance, et c'est un virus qui est normalement totalement asymptomatique, sauf chez deux catégories de patients, les greffés rénaux et les greffés de moelle. Chez les greffés de moelle, ça donne des cystites hémorragiques, et chez les greffés rénaux, ça donne la néphropathie ABKV, avec une véritable infection et insuffisance rénale qui s'attache, une tubulopathie, une tubulotoxicité, et donc une insuffisance rénale qui est très difficile à maîtriser parce qu'on n'a pas de traitement antiviral pour ce virus. Vous voyez que 5 à 10% des patients infectés peuvent progresser à la néphropathie ABK, et une fois que cette néphropathie est installée, c'est très difficile à enlever. Donc, est-ce qu'il faut screener pour BKV? Alors, si vous en avez les moyens, bien sûr, surtout pendant les premiers 6 mois, les recommandations sont même pendant 1 an, même jusqu'à 2 ans dans ces recommandations qui sont sorties en 2024. Donc, tous les 3 mois, et pendant les premiers mois, pendant les premiers 3 mois, c'est tous les mois, et puis tous les 3 mois. Ensuite, non, là, ils disent même pendant les premiers 9 mois. Donc, après, c'est en fonction de votre profil de risque de votre population de greffe et du nombre de cas que vous avez positifs. Alors, là, on peut dépister ça en cherchant le virus dans le sang ou dans les urines. C'est des PCR, et on peut le faire dans le sang et dans les urines. Nous, on préfère faire les urines parce que ça se positivise
beaucoup plus précocement que dans le sang. Quand la PCR est positive dans le sang, vous êtes déjà dans la phase de la maladie. Vous avez un très fort risque que le patient ait déjà une néphropathie. Lorsqu'il n'y a aucun patient qui est néphropathe, qui a juste la PCR urinaire positive. Donc, une stratégie, c'est de faire les PCR urinaires d'abord, et puis si c'est positif, on peut aller chercher dans le sang. Mais vous ne faites pas quand c'est juste 2-3 logs positifs. Il faut la chercher quand dans les urines, on a dépassé les 6-7 logs. C'est là où il y a un fort risque que ce soit aussi dans le sang. Donc, quand on se retrouve avec une PCR BKV positive dans les urines, c'est là qu'il faut agir, parce que le plus tôt on agit, le plus tôt on aura un effet. Je vous laisse voir dans Transplantation les préconisations, mais essentiellement le traitement. Quel est le traitement? Le traitement, c'est de réduire l'immunosuppression. Aujourd'hui, à Grenoble, on a tout testé. Je pense que M. Rostin est le pionnier de tous les tests possibles, imaginables contre le BKV. On a des patients, on a même testé la photophérèse dans ce contexte, avec des résultats, on peut dire, mitigés à ce jour. Chez certains patients, on a peut-être l'impression que ça marche, mais la plupart, pas trop. Mais la chose qu'on sait qui marche mieux, c'est de prévenir et donc de garder une immunosuppression qui soit la plus adaptée au profil de risque du patient. Donc si le patient est effectivement à une quantité de virus qui est très forte dans les urines, il faut vraiment réduire l'immunosuppression avant que ça passe dans le sang. Alors, il y a 2 stratégies qui sont dans ces recommandations. La première, c'est de réduire l'antimétabolite, ça veut dire le celcette ou le mycophénolate, mofétyle ou l'acide mycophénolique, d'au moins 50% dans un premier temps, en gardant la corticothérapie abaissée à 5 mg, si vous utilisez la corticothérapie. Évidemment, il n'y a aucune preuve que cela marche. Vous voyez que le niveau de preuve est niveau C, donc c'est très faible comme niveau de preuve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protocole randomisé qui ont essayé les stratégies. Donc, tous les niveaux de preuve dans le BKV, de toutes les thérapeutiques utilisées, sont très faibles. Sinon, la deuxième stratégie, c'est de réduire plutôt le CNI, l'inhibiteur de la calcineurine, le tacrolimus ou la cyclosporine, sachant que c'est beaucoup plus fréquent chez les patients traités par tacrolimus que par cyclosporine. Et là, vous réduisez de 25 à 50% en gardant des taux résiduels qui ne doivent jamais descendre au-dessous de 4, sauf dans des profils immunologiques vraiment tranquilles, mais qui peuvent se placer entre 4 et 5. Cela implique évidemment une surveillance accrue du taux résiduel de tacrolimus. Parce que quand le tacrolimus baisse trop, vous n'êtes pas à l'abri de retrouver dans une situation de rejet humoral chronique ou rejet humoral qui peut intervenir avec l'apparition d'anticorps anti-HLA de novo dirigés contre le greffon. Donc il faut vraiment faire attention à baisser le tacrolimus au niveau 4, 5 de taux résiduel, pas plus, et surtout identifier ces patients qui sont à fort risque, les personnes plus âgées, les personnes qui ont eu du rituximab auparavant, qui ont eu d'autres immunosuppressions préalables à la greffe pour leur maladie rénale initiale. Essentiellement, ce sont ceux qui vont faire plus de rejet que les autres. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le cidofovir, le léflunomide, les fluoroquinolones, les statines, tout ça, ça a été démontré ne pas marcher du tout. Ça ne sert à rien d'essayer, ça ne marche pas. Ça, c'est un niveau de preuve plutôt fort. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire en plus chez ces patients qui sont infectés et pour lesquels le BKV, effectivement, est fort dans les urines, fort dans le sang? C'est d'instaurer un traitement par IVIG. L'équipe de Strasbourg a produit plusieurs publications et ont démontré dans des études même randomisées que la stratégie même préemptive en identifiant les patients à risque, en donnant pendant les premiers 3 mois des IVIG à la dose de 200 mg kg tous les 3 semaines,
prévenait chez certains l'apparition de la néphropathie derrière. Donc ça, c'était leurs études. Donc ils avaient 2 groupes. Donc ils ont traité des patients à haut risque, qu'eux, ils considèrent haut risque parce qu'ils vont faire une sérologie du donneur, ils vont regarder si, la sérologie du receveur, excusez-moi, ils vont regarder la PCR du donneur. Donc si la PCR du donneur est positive, urinaire est positive, ils considèrent que, vu que la plupart des infections à BKV sont transmises par le donneur, si la PCR est positive, ils considèrent que le patient est à fort risque. Et donc, ils retrouvent qu'en traitant ces patients, donc excusez-moi, c'est 400 mg par kilo, pas 200 mg, c'est 400 mg kilo d'IVIG tous les 3 semaines entre 1 ou 3 fois, ça a permis de réduire la probabilité d'avoir une infection chez les patients à très haut risque. Vous voyez, excusez-moi, ce n'était pas la bonne. Ça, c'est des patients à haut risque qui n'ont pas été traités, et les foncés, là, c'est les patients à haut risque traités par IVG. Donc, vous voyez que comme thérapeutique prophylactique, ça marche parfaitement bien. Voilà, il faut pouvoir, par contre, identifier ces patients à haut risque, chose qui n'est pas même pas possible pour tout le monde. Nous, à Grenoble, on ne fait pas les PCR chez le donneur, c'est très compliqué à faire. Et puis, l'autre chose, c'était, vous savez que sur les patients qui ont une CMV, l'éverolimus a un effet antiviral. Et donc, pour le CMV, ça a été prouvé et archi-prouvé que si vous avez un patient sous everolimus, il aura beaucoup moins de chances de développer une infection à CMV. Pour le BKV, ceci n'est pas vrai. Il n'y a pas un effet antiviral anti-BKV, ça a été démontré dans cette étude l'année dernière, toujours, c'était une étude multicentrique française, où ils ont essayé de voir s'il y avait moins de BKV chez les patients traités par everolimus, et la réponse est non. Donc, rajouter de l'éverolimus, ça n'améliore pas en réalité l'élimination du virus du BKV dans ces patients. Donc, BKV, quels sont les take-home messages? Il n'y a pas de traitement spécifique à ce jour. Réduire l'immunosuppression, c'est la clé, et j'oserais dire le plus précocement possible. Donc, identifier les patients à risque, réduire l'immunosuppression ou ne pas faire de fortes inductions chez des patients à très fort risque. Les IVIG peuvent aider chez ces patients à fort risque, surtout si donnés précocement et avant. Et puis la virurie, c'est le test plus sensible qui va vous orienter et identifier les patients qui vont ou peuvent développer une virémie qui signifie maladie. Donc voilà pour ce qui concerne le BKV. Juste un petit mot, parce que je sais qu'on est tous fatigués et qu'on a envie de la pause. TTV, c'est quoi? C'est le torque-ténovirus. C'est un virus qui, là aussi, est endémique, tout le monde l'a, et qui ne fait pas de mal, mais c'est un excellent biomarqueur, ou au moins ça a l'air de l'être. Vous savez très bien qu'en greffe rénale, on a un vrai problème de biomarqueur, de savoir si le patient est trop immunodéprimé et ou si le patient est trop peu immunodéprimé. Il n'y a aucun biomarqueur, malgré la myriade de tests qu'on a fait, qui est capable de vous prévenir et de vous dire, voilà, ce patient est trop immunodéprimé, baisse le tacro ou augmente le tacro. Et donc, l'idée d'utiliser le TTV, c'est d'utiliser finalement un virus, pas pour son potentiel toxique ou l'étudier pour sa pathogénicité, mais plutôt par sa capacité de proliférer quand il y a trop d'immunosuppression, et de ne pas proliférer quand il y a la bonne dose. Quand c'est trop immunodéprimé, il prolifère, et quand on est trop peu, il ne prolifère pas. Et donc, si on avait un test, ça pourrait être intéressant. Et donc, il y a effectivement une étude qui va
explorer, qui est en train d'explorer cela, c'est le test TTV+. Et le TTV, donc, quand on regarde, on a une greffe, eh bien, pendant les 3 mois, du moment qu'on commence l'immunosuppression, pendant 3 mois, le TTV arrive et il se met dans un plateau, et après 6 mois, il se stabilise. Et donc, ça peut être un outil, après les premiers 3-6 mois, pour monitorer l'immunosuppression. Et donc, s'il monte, on sait que peut-être on est un peu trop. L'idée, c'est de trouver les cibles qui nous permettent de dire le patient est trop immunodéprimé, le patient est trop peu immunodéprimé. Pour ça, il y a une étude, donc je vous disais, qui est en cours, qui va nous dire et va nous répondre à la question si est-ce qu'on peut utiliser ce virus comme plutôt un biomarqueur plutôt que un marqueur de pathologie ou de pathogénicité chez nos patients. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'idée c'est d'utiliser donc le TTV pour baisser ou pas le tacrolimus, utiliser un groupe contrôle qui ne fait pas de TTV, on ne va pas tester le TTV, et par contre dans ce groupe-là, en fonction du taux du TTV, on va augmenter ou baisser le tacrolimus. Les résultats sont prévus prochainement. Et avec ça, je vous remercie. Ça, c'est l'équipe de greffe, tout organe du CHU de Grenoble. Et pour ça, je vous remercie.